Merci, chers collègues. Moi aussi, je voudrais vous remercier et remercier les organisateurs, le docteur de Franciscis en particulier, de m'avoir invité à ce colloque. Je viens ici dans un esprit d'ouverture et de tolérance, sans vouloir avoir la prétention de vous apporter des explications révolutionnaires à des phénomènes que nous n'expliquons pas, qui sont aujourd'hui inexplicables, mais qui peut-être un jour seront expliqués ou peut-être pas. En fait, la science est à la fois tenace et modeste. Tenace car elle cherche évidemment à expliquer toujours ce qui est inconnu, et il faut évidemment rendre hommage à tous nos prédécesseurs que la connaissance scientifique a apporté non seulement des explications dans l'univers où nous sommes, mais aussi beaucoup d'améliorations dans notre vie humaine, et notamment dans le domaine de la médecine, de la santé. Donc nous essayons bien sûr d'expliquer ce qui n'est pas encore connu. Mais c'est aussi une attitude modeste, sachant que nous n'avons pas la vérité absolue, nous ne l'aurons peut-être jamais, mais nous progressons peut-être d'une façon asymptotique vers des connaissances de plus en plus profondes sur notre propre corps biologique. Et bien sûr, ce n'est pas une évolution linéaire. Il y a des paliers, des progrès brusques, et nous changeons parfois de paradigme. C'est notamment le cas en physique, où la physique a fait sa révolution au début du siècle dernier, et nous vivons sur un peu toujours ce nouveau paradigme de la physique qui allie à la fois la matière et l'énergie. Et ceci, malheureusement, n'a pas encore pénétré beaucoup le monde de la biologie, en ce sens que les biologistes considèrent toujours les interactions moléculaires comme des interactions de contact, et ils n'ont pas pris la dimension des ondes, du fait que nous vivons dans un monde électromagnétique qui lui-même d'ailleurs est considéré aussi au niveau des corpuscules, les photons, et donc c'est extrêmement compliqué. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, ce n'est pas évidemment un exposé théorique, mais de vous dire que quand même nous sommes en train peut-être de changer de paradigme, et que la biologie, la nouvelle biologie va aussi utiliser la notion, les concepts des physiciens du siècle dernier, le rôle des ondes électromagnétiques. À travers un médium extraordinaire, c'est un élément très présent dans l'univers partout, qui est l'eau. Et l'eau, comme vous savez ici, joue un rôle aussi primordial dans les guérisons de Lourdes. Et donc je vais surtout vous donner quelques éléments, en essayant d'être le moins technique possible, pour vous dire que l'eau n'est pas seulement un liquide qu'on l'on boit, mais aussi c'est une structure. Ce sont des structures qui peuvent se créer, et notamment avec des champs magnétiques. Et si je peux avoir la première diapositive, je vais simplement vous montrer un travail du groupe de physiciens grecs, notamment le docteur Céphalas, qui ont étudié la cristallisation d'un sel très commun dans l'eau qui est le carbonate de calcium, le calcaire. Et il y a bien sûr beaucoup de calcaire dans toutes les eaux des sources. Eh bien, donc l'eau normale, dans l'eau normale, le calcaire forme des cristaux de calcite. C'est le cristal le plus connu dans le monde. Mais il y a aussi un deuxième cristal qui aussi existe dans le monde, notamment en Espagne, c'est l'aragonite, et qui aussi montre des structures très importantes dans les roches sédimentaires. Eh bien, on peut modifier, on peut contrôler la cristallisation du carbonate de calcium si on traite l'eau par un champ magnétique. Si on traite l'eau par un champ magnétique, soit statique, soit pulsé, eh bien, l'eau forme des cristaux d'aragonite et non plus de calcite. Donc, c'est l'eau elle-même qui dirige la cristallisation de ce sel. La suivante, s'il vous plaît. Alors, d'où sommes-nous nous avons, disons, entré dans ce domaine de l'eau, pas par la grande porte, mais par une petite porte, par des résultats qui ne pouvaient pas s'expliquer simplement par les connaissances actuelles. Et c'est
à travers ces études, donc partant du virus du sida, partant de la microbiologie, de la virologie, que nous sommes arrivés à la conclusion que la molécule phare, on peut dire celle par laquelle nous existons, nous sommes existants génétiquement, c'est l'ADN. Eh bien, l'ADN aussi influe sur l'eau, crée des structures dans l'eau. Et je vais donc essayer, en essayant donc à la fois de pas être précis, car c'est un domaine controversé, je dois vous le dire. Ce paradigme a du mal à pénétrer, mais plus le temps passe, bien sûr, plus de collègues, de collaborateurs comprennent ce phénomène et l'admettent. Et je vais donc essayer de vous décrire assez rapidement ce que nous avons observé, et surtout qu'il y a des incidences sur la médecine, sur la santé du monde, sur la santé des hommes. Donc nous avons observé que l'ADN, certaines séquences d'ADN émettent des signaux électromagnétiques dans des solutions dans l'eau. Et ces solutions doivent être relativement diluées. Et nous avons montré qu'il y avait formation dans l'eau de structures, de nanostructures, de taille extrêmement faible, mais à l'échelle des molécules importantes, de structures qui sont durables dans l'eau. Et ces structures elles-mêmes réémettent des signaux électromagnétiques par résonance et se maintiennent elles-mêmes. Donc elles maintiennent une mémoire, si vous voulez, de l'information de l'ADN. Alors ceci est un peu paradoxal, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. La suivante, s'il vous plaît. En fait, nous avons observé que ce sont surtout des séquences qui proviennent de l'ADN de nos parasites, bactéries, virus, qui produisent ces émissions de très basse fréquence. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Et donc, il y a des conditions très précises qui sont formées ici, qui sont décrites ici, mais ces conditions peuvent s'appliquer probablement à d'autres séquences de l'ADN qui sont notre propre ADN. Il faut voir qu'il n'y a pas vraiment de différence fondamentale au niveau moléculaire dans les séquences d'origine bactérienne ou virale et notre propre ADN, mais il y a peut-être des différences de degré, en ce sens que les séquences cellulaires probablement émettent également ces signaux, mais à un plus bas niveau, mais c'est peut-être très important pour expliquer la différenciation embryonnaire, par exemple, et même l'origine de la vie sur cette planète. Mais donc restons pour l'instant au niveau des bactéries et des virus, et la mesure de ces signaux est relativement simple. C'est pas nous qui l'avons inventé, et elle consiste donc dans une solution d'ADN à enregistrer un champ électromagnétique, notamment la composante électrique de ce champ, qui est ensuite amplifié et analysé par des logiciels spéciaux dans un ordinateur. La suivante. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène de résonance, c'est-à-dire que l'énergie ne vient pas de l'ADN lui-même, de la solution, mais elle vient de l'extérieur. Il faut qu'on sache que nous sommes exposés depuis toujours à un champ électromagnétique faible, et notamment ce qu'on appelle les résonances, les fréquences de Schumann, qui ont été décrites par le physicien allemand Otto Schumann dans les années 50, mais qui existent probablement depuis l'origine de la vie sur Terre. Ce sont des fréquences très basses qui commencent à 7 Hertz. Hertz, c'est une période par seconde. Et merci. Oui, Monsieur Montagnier, est-ce que vous souhaiteriez parler face à l'écran? Je préférerais parce que je ne vois pas, effectivement. Merci. Donc, ce sont des fréquences de Schumann qui tournent, qui sont à la surface de la Terre. Et ces fréquences sont probablement ont pour origine les orages électriques qui se produisent à chaque instant sur cette planète. Et il y a également, bien sûr, maintenant, d'autres fréquences apportées par l'homme. Nous sommes dans une sorte de brouillard électromagnétique, il faut bien le savoir. Apparemment, nous le supportons bien, nous vivons,
mais on ne peut pas prévoir les effets à long terme. Et j'insiste sur le fait justement que l'homme change actuellement son environnement d'une façon beaucoup plus importante que dans le passé, d'abord par notre nombre, et aussi donc par le développement de toutes ces techniques de communication qui bien sûr sont maintenant absolument entrées dans la vie courante, sont indispensables, mais on ne connaît pas ces effets à long terme, notamment pour les générations futures. Je dois attirer votre attention là-dessus. Enfin, pour l'instant, donc, ces fréquences jouent aussi un rôle dans l'excitation de l'ADN, notamment de l'ADN des virus et des bactéries. Alors, comment nous procédons? Bien, par la technique des dilutions de 10 en 10. On dilue 1 dans 10. À chaque fois, nous avons, à ce moment-là, des dilutions très fortes qui partent de 10-7 ici jusqu'à 10-12, c'est-à-dire qu'il y a une dilution de l'ADN au départ qui est déjà en faible quantité, de nanogrammes par millilitre. Un nanogramme, c'est un millième de microgramme, qui est lui-même un millième de milligramme. Donc vous voyez qu'on travaille avec des dilutions extrêmes où il y a très très peu de molécules finalement, il n'y en a même peut-être pas aux dilutions les plus grandes. Et donc vous voyez en jaune ici les séquences, les fréquences qui répondent à l'excitation de l'extérieur, donc soit l'excitation de Schumann, soit nos propres générateurs, par la formation d'ondes électromagnétiques qui sont montrées ici sur la partie droite en bas, n'est-ce pas? Et pourquoi les plus petites dilutions n'émettent pas? Probablement elles émettent, mais on ne peut pas les enregistrer parce qu'elles forment une sorte de brouillage des ondes, et donc elles se neutralisent mutuellement. Et c'est donc simplement en dilution que les structures qui produisent ces ondes peuvent jouer librement et former la suivante, et former donc ces signaux que nous enregistrons. Alors l'intérêt, c'est qu'on détecte non seulement ces signaux dans des solutions d'ADN pur de ces organismes, mais aussi dans le sang des gens, des personnes qui sont infectées par les mêmes micro-organismes. Et donc nous avons là une technologie qui est en train de s'implanter, relativement simple, où on peut détecter donc ces ondes et donc les structures qui produisent ces ondes dans le sang, dans le plasma des personnes qui sont atteintes par certaines maladies, notamment par les maladies chroniques. Alors, vous voyez ici simplement l'imagerie qu'on peut faire à partir de ces ondes. Là, c'est un enregistrement après transformation de Fourier qui donne donc les pics, si vous voulez, qui sont constituants de ces ondes. Ici, c'est un signal de bruit de fond. La suivante encore, je crois qu'il y en a encore une. Non, elle est passée. Enfin, si on a donc un signal positif, on a un changement de l'amplitude des signaux de base, plus un changement dans la fréquence. Donc ce sont des résonances qui sont autour de entre 1000 et 3000 Hertz. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant, par des techniques biophysiques, mettre en évidence ces structures. Ce n'est pas du vent, c'est bien des structures qui existent dans l'eau. Donc on peut dire que l'eau liquide a au moins deux phases, une phase non structurée, amorphe, qui est l'eau que l'on boit, et parfois aussi donc une eau structurée, formatée par ces ondes émises notamment par l'ADN, peut-être par d'autres molécules. Et donc ces structures peuvent être détectées par des techniques notamment de spectrométrie dans le proche infrarouge qui montrent des changements spectraux au niveau des dilutions qui produisent les signaux. Et il y a donc probablement d'autres techniques qui vont être utilisées dans le futur. Alors je passe sur les études de laboratoire qui ont montré que ces structures dans l'eau, c'était vraiment de l'eau, et pas seulement des impuretés. Peut-être qu'il y a des impuretés qui jouent un rôle, mais effectivement, tout se passe comme si c'était de l'eau et sensible au chauffage, à la congélation, mais pas sensible à tous les enzymes qui pourraient montrer que c'était des traces d'ADN encore restant dans la solution ou d'autres impuretés. Alors, les physiciens, bien sûr, s'intéressent beaucoup à ces phénomènes, et je dirais pour résumer que nos collègues italiens, notamment le docteur De Giudice et Vitiello,
font intervenir la physique quantique pour expliquer ces domaines. Ce sont des domaines de cohérence, un peu comme les photons dans un laser, où il y a une sorte d'activation, il y a un système d'activation cohérent qui font que toutes les molécules d'eau sont orientées de la même façon et ont un état d'énergie qui est le même. Peut-être des liaisons hydrogène, mais peut-être autre chose. Donc ceci est en cours, mais on peut dire que plus le temps passe, plus les progrès sont faits dans ces explications, et on peut donc ne pas nier l'existence de ces structures. Donc ceci résume l'état actuel, en pensant d'ailleurs que probablement des traitements mathématiques des signaux vont apporter de nouvelles lumières sur l'organisation de ces structures. La suivante. Alors, pour résumer, si vous voulez, par un dessin animé, ce qui se passe, nous avons des doubles hélices d'ADN et il faut rappeler que l'ADN est bien connu pour organiser l'eau. Quand on extrait l'ADN d'une cellule, on forme un gel. Et le gel est fait effectivement au départ d'une fibre d'ADN, mais entouré de beaucoup de molécules d'eau. Donc ceci est déjà bien connu depuis la structure même, la connaissance de la structure de l'ADN en double hélice. Alors, ce que nous supposons, c'est que dans les dilutions faibles, les structures donc, sont induites dans l'eau par cette double hélice. Elles mimiquent un petit peu cette structure de la double hélice, probablement, mais qu'on ne détecte pas de signaux parce qu'elles sont trop nombreuses et il y a formation d'un pseudo-cristal. Et c'est seulement après dilution suffisante que ces polymères sont libérés, ces structures sont libérées et commencent à former, à s'agiter, à produire des signaux, de vibrer donc en résonance par l'excitation du milieu électromagnétique extérieur. Donc voilà un peu une explication simplifiée, bien entendu, mais qui, en tout cas, reflète les phénomènes, les faits que nous avons observés jusqu'à maintenant. Alors ces phénomènes ont été reproduits et ce qui est très important que je vais vous montrer, c'est que ces structures portent une information spécifique de l'ADN. C'est ceci qui suscite actuellement le plus de discussions, de tensions, mais ce sont des phénomènes réels car ils ont été reproduits par plusieurs laboratoires indépendamment de nous-mêmes. Alors je vais choisir un exemple de transmission de ces informations génétiques. L'exemple, bien sûr, que je connais bien, c'est celui du virus du sida. Donc ce virus est un virus d'ARN, mais dans les cellules, grâce à une enzyme spécifique, la transcriptase inverse, il produit donc un ADN complémentaire et les gènes de cet ADN sont évidemment très bien connus maintenant et donc nous avons choisi des séquences qui sont à chaque extrémité qu'on appelle des LTR, des séquences de répétition terminale, car elles sont relativement conservées quelles que soient les souches de virus. Ce virus, effectivement, a beaucoup de gènes qui sont hyper variables et nous avons choisi plutôt des gènes, des séquences conservées. La suivante, alors je ne veux pas m'étendre sur les détails, mais nous avons donc choisi une séquence de 104 paires de bases qui est donc dans cette séquence LTR qui est marquée ici en rouge. La suivante. Donc ce que nous faisons, nous avons choisi cette séquence, nous induisons donc par des dilutions appropriées des émissions de signaux électromagnétiques et ces signaux sont donc dans un tube en plastique, l'eau est dans un tube en plastique et nous mettons à côté de l'autre partie droite un autre tube qui est un tube qui contient uniquement de l'eau qui n'a pas été formatée. Donc le tube 1 va être mis en contact, le tube 1 qui contient la dilution d'ADN émettrice est en contact, pas physique, mais à proximité d'un tube numéro 2 qui est un tube d'eau. Et nous générons donc une fréquence de 7 Hz d'excitation pendant une nuit, entourée d'une coque de métal qui va protéger des radiations électromagnétiques du bruit ambiant extérieur. Et après, nous analysons ce qui se passe dans ce tube d'eau qui n'a pas eu de contact physique avec le tube numéro 1. Et nous apercevons que ce tube d'eau, maintenant, à certaines dilutions,
émet également des signaux électromagnétiques. Donc il y a eu induction par les ondes produites par le tube 1, il y a eu induction dans le tube 2, de ces signaux. Alors la question est évidemment, qu'est-ce que c'est que les structures qui produisent ces signaux ont-elles gardé l'information de la séquence d'ADN du tube numéro 1? La suivante. Alors la réponse est oui, par une technique tout à fait classique qu'on appelle PCR, Polymerase Chain Reaction, qui est une technique qui a été mise en découverte par Kary Mullis, qui a eu le prix Nobel dans les années 90, qui permet d'amplifier des millions de fois une séquence d'ADN. D'ailleurs, cette amplification, elle sert même dans la vie courante, par exemple, pour identifier certaines séquences d'individus dans les affaires criminelles. Et non, restez s'il vous plaît. Et donc, nous avons fait une PCR à la fois sur le tube 1 et sur le tube 2. Alors, en haut, vous avez le tube d'ADN, donc c'est normal, on voit une bande correspondant dans l'électrophorèse de gel de la taille de ce qu'on a mis dans l'ADN, c'est-à-dire la LTR, le fragment de 104 paires de bases. Et ce qui est effectivement assez révolutionnaire, c'est que nous trouvons dans le tube d'eau qui a été donc induit par les ondes du premier tube, on trouve la même séquence. Et ceci indique qu'il y a donc eu transfert de l'information d'ADN à travers l'eau par les ondes électromagnétiques. Alors ceci, évidemment, suscite beaucoup de discussions, car comment l'enzyme, on utilise une polymérase d'ADN pour lire la séquence d'ADN, comment cette polymérase va-t-elle lire la séquence sur des structures induites dans l'eau, n'est-ce pas? Alors, il semble qu'il y a plusieurs théories. La théorie la plus simple actuellement, enfin celle qui correspond à les données que nous avons observées, c'est qu'il y a des conformations de l'ADN dépendant des bases de la séquence des bases, des 4 bases, qui modifient donc, qui induisent dans l'eau une structure que la polymérase d'ADN a dû connaître auparavant, n'est-ce pas? Donc on peut penser que les polymérases, les enzymes qui synthétisent l'ADN depuis l'origine de la vie, ont probablement utilisé la même structure de l'eau pour repliquer la séquence d'ADN. Donc ce n'est pas une lecture directe base contre base, par lésion d'hydrogène, mais peut-être par l'intermédiaire d'une structure induite dans l'eau. Donc vous voyez, ceci pose des questions sur l'origine même de la vie. Est-ce que au départ, l'eau était vraiment le milieu primordial, a pu recevoir une information qui l'a structurée? Alors d'où vient cette information? Est-ce qu'elle s'est formée un peu toute seule, ou bien est-ce qu'elle vient de l'univers, d'autres planètes? On ne sait pas. Donc ceci pose bien sûr des questions un peu philosophiques. Mais en tout cas, les faits sont là. Et je vais maintenant remontrer une deuxième expérience qui confirme cette transmission par l'eau. La suivante, s'il vous plaît. On peut digitaliser les signaux, numériser les signaux enregistrés à partir des dilutions d'ADN, et donc les transmettre à distance par Internet. C'est ce que nous avons fait. Donc là, nous avons donc 2 laboratoires. À gauche, le laboratoire qui donc produit les signaux à partir d'une séquence d'ADN, et un autre laboratoire à droite qui va recevoir ces signaux à distance et va reproduire dans l'eau la conformation qui va donner à nouveau la séquence d'ADN. La suivante. Donc voilà un petit peu le schéma, et ceci a été fait avec un laboratoire allemand au départ, et ensuite un laboratoire italien, et encore hier nous avons reçu confirmation du laboratoire italien que ça marchait comme on l'avait prévu. C'est-à-dire que donc nous avons une séquence du virus du sida, mais nous avons pris également une séquence d'une bactérie qui est à l'origine de la maladie de Lyme, Borrelia, et cette séquence est plus grande, elle fait environ 500 paires de bases, et cette séquence a été reconstituée par la transmission des signaux. Donc les signaux sont numérisés. Alors vous voyez ici le résultat final de l'expérience en Allemagne. Cette séquence de 500 paires de bases est produite donc par... On fait jouer le signal
dans un tube d'eau soumis à un champ électromagnétique modulé par ces signaux. Et au bout d'une heure, on peut ensuite arrêter la transmission, faire jouer la polymérase à la PCR et reconstituer une bande. Et cette bande a la même séquence que la bande initiale, la séquence initiale d'ADN. Donc ceci, effectivement, étonne beaucoup de gens, mais nous l'avons reproduite des centaines de fois dans notre laboratoire. Et je répète, il y a maintenant donc 2 laboratoires étrangers, le laboratoire de Göttingen et un laboratoire à Benevento et Salerne en Italie, qui ont reproduit ces bandes à partir des signaux que nous leur avons envoyés. Donc ceci élimine, à mon avis, toute accusation de contamination, car cette technique de PCR, effectivement, est extrêmement sensible, mais nous l'avons maîtrisée, on peut dire, pour éviter toutes les contaminations, et surtout la distance entre les laboratoires élimine ce problème de contamination. C'est-à-dire qu'un autre laboratoire américain, cette fois, a aussi reproduit ce phénomène, même avec des séquences encore plus longues que les nôtres. Donc on peut transmettre à distance une séquence d'ADN par Internet. Et évidemment, on pense parfois au risque que cela peut produire. Je dois dire quand même que cette technique, pour l'instant, est contrôlée, on peut dire, doit être faite par des laboratoires extrêmement spécialisés et experts. Donc pour l'instant, on ne peut pas penser que tout le monde, n'importe quel individu, va pouvoir reproduire ces expériences. Mais enfin, elles sont scientifiquement, à mon avis, démontrées. Et je suis très fier de pouvoir vous les montrer ici, car elles montrent que le potentiel de l'eau, le potentiel de l'eau, c'est de garder une mémoire d'une structure chimique très complexe, qui est une séquence de base assez longue, et de la garder et de pouvoir la reproduire à distance. Alors, est-ce que ceci joue un rôle dans notre fonctionnement physiologique normal ? C'est une question. La suivante, et je voudrais justement maintenant passer à la deuxième partie de mon exposé, qui sont les applications médicales de cette technologie. Il y a donc à la fois dans notre effort de recherche un effort de laboratoire théorique, mais aussi une recherche des applications médicales. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on détecte des signaux venant de l'ADN, d'origine probablement bactérienne ou virale, dans beaucoup de maladies chroniques. Et vous voyez ici une liste qui n'est pas limitative des applications possibles. Bien sûr, il y a la sécurité des transfusions sanguines, car actuellement, on ne teste que ce que l'on connaît par les tests de laboratoire, les plus dangereux, bien sûr. Mais peut-être il y a des agents que l'on transmet par les transfusions que l'on ne connaît pas. Et si ces agents produisent des signaux, on peut les détecter, donc éliminer les dons qui sont contaminés. On peut également prévenir les maladies nosocomiales dans les hôpitaux. Ceci est important, notamment au niveau des opérations longues, de chirurgie cardiaque par exemple, où le fait d'induire une ischémie, une circulation extracorporelle et ensuite un retour à la circulation normale, perturbe beaucoup de muqueuses, notamment la muqueuse intestinale. Et donc cette muqueuse va laisser passer un certain nombre de produits, de bactéries dans le sang. Nous pouvons les détecter et bien sûr la réaction est de traiter donc dans les heures qui suivent la fin de l'opération par des antibiotiques pour éliminer la présence de ces signaux d'origine microbienne. Mais je voudrais surtout insister sur donc les deux dernières applications possibles. C'est l'application aux maladies chroniques dont on ne connaît pas l'origine. Des maladies qui sont complexes, bien sûr, qui sont multifactorielles, mais dans lesquelles, grâce à notre détection, indique qu'il y a des facteurs microbiens qui peuvent être présents. Donc c'est le cas de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, certains cas de schizophrénie, l'autisme également chez les enfants. Nous détectons des signaux d'origine bactérienne dans leur sang. Alors d'où viennent cette origine? Quelle est l'origine bactérienne? Probablement l'origine à nouveau intestinale, car notre intestin a une flore, on peut dire, bactérienne extrêmement riche,
beaucoup d'espèces bactériennes. Certaines sont bonnes, utiles, d'autres au contraire peuvent être nuisibles. Donc s'il y a pour une raison ou pour une autre un changement dans l'équilibre de ces infections, de cette présence des bactéries, eh bien il y a passage à ce moment-là de produits à travers la muqueuse intestinale, probablement parce que cette muqueuse est aussi perturbée par des problèmes d'inflammation ou de nutrition, mais aussi peut-être par les radiations électromagnétiques. Donc là, je parle bien sûr d'hypothèse, mais il est possible que les radiations électromagnétiques, notamment chez des sujets hypersensibles, on les connaît, et aussi chez les enfants très jeunes, peuvent avoir un rôle de perturbation au niveau de la muqueuse intestinale et surtout de la barrière hématocéphalique, c'est-à-dire la barrière qui filtre le passage des produits entre le sang des ménages et le cerveau. Et donc, si cette perméabilité est augmentée, notamment ceci a été montré par des expériences chez les animaux, chez les rats, que cette perméabilité est augmentée par des signaux relativement faibles d'origine, par exemple des téléphones portables ou des ordinateurs, eh bien, donc il y a une augmentation de perméabilité et donc de produits de neurotoxines qui passent dans le cerveau. Et effectivement, il y a des bactéries intestinales comme les Clostridium qui produisent des neurotoxines, et ces neurotoxines peuvent très bien donc passer à la fois la barrière intestinale au début, et ensuite la barrière hématocéphalique. Donc nous avons une explication possible, bien sûr, de certaines de ces maladies neurodégénératives à leur origine, et ceci, si cela est vrai, bien sûr, le principe de précaution nous conduit à formuler des propositions pour éviter ces accidents. Notamment pour l'instant, je pense pour l'autisme, nous pensons qu'il est très important que les femmes enceintes ne soient pas exposées beaucoup pendant leur grossesse à ces signaux électromagnétiques. Et là, revenant du Japon, nous savons que beaucoup de femmes japonaises achètent des plastrons antimagnétiques pour se protéger pendant leur grossesse. Et donc je pense que ceci devrait être connu des autorités de santé publique également, en France et ailleurs. Et bien sûr, il y a aussi d'autres maladies comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, où là on a déjà suggéré des infections latentes par des bactéries. Et je pense également à la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, donc transmise par des bactéries du genre Borrelia, est transmise par des piqûres par les tiques notamment. Et cette maladie est très répandue, beaucoup plus qu'on le croit. Alors il y a moyen de s'en prémunir, bien sûr, contre les piqûres de tiques, mais aussi par des traitements antibiotiques de courte durée si on voit tout de suite la piqûre. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des maladies de Lyme chroniques qui s'installent car le traitement antibiotique n'a pas été suffisant. Et à ce moment-là, ça peut durer pendant des années avec beaucoup de signes de type arthritique, cardiovasculaire et neurologique également. Et là, nous aussi, nous détectons des signaux, bien sûr, indiquant probablement que le germe en cause est toujours là, il se cache quelque part, mais c'est très difficile à éliminer par des traitements antibiotiques. J'en viens à la fin au sujet du sida, car là aussi, nous détectons des signaux, mais ce qui est intéressant, c'est surtout après le traitement actuel, n'est-ce pas? Vous savez qu'on peut, non pas guérir, mais maintenir en vie les patients infectés par le virus du sida par une combinaison de produits antiviraux qui agissent sur les enzymes du virus. Ceci est un acquis très important, mais aucun de ces traitements, quelle que soit la combinaison des molécules, ne guérit. C'est-à-dire qu'il reste toujours un réservoir de virus qui va échapper à ce traitement et donner à nouveau une grande multiplication de virus dès qu'on arrête le traitement. Ce qui oblige les patients actuels à être traités toute leur vie, et ce qui est possible dans un pays du Nord relativement riche et où le nombre de patients est relativement limité, car il s'agit essentiellement des groupes à risque de départ, d'infection. Ce virus ne se propage pas beaucoup dans la population générale, contrairement à ce qui se passe dans des pays en voie de développement, dans les patients des pays en voie de développement, notamment en Afrique, où la prévalence de l'infection atteint des sommets de 5-10% et plus. Et à ce moment-là, il est impossible
matériellement impossible et financièrement impossible de maintenir tous ces patients sous un traitement à vie par la thérapie antirétrovirale. Il y a des problèmes d'intolérance, de résistance de virus qui apparaissent. Donc il est très important d'identifier le réservoir de virus qui résiste donc à cette trithérapie. Je ne sais pas s'il y a d'autres images. La suite, s'il vous plaît. La suite. Oui, encore. Oui, ça c'est encore une Alzheimer. Vous montrez les différences entre les signaux, les dilutions qui produisent des signaux et les qui ne produisent pas. Voilà. Donc on arrive au virus. Et donc ce que nous avons observé, c'est que les signaux proviennent de structures virales qui échappent à la trithérapie. Donc ils sont présents chez tous les patients qui sont traités. Enfin, qui sont présentes avant, mais qui augmentent encore beaucoup plus sous le traitement. Ils sont sélectionnés par le traitement. Et ces signaux proviennent de l'ADN, de certains gènes de l'ADN du virus. La suivante. Donc là, la suivante. Donc la situation actuelle est comme ceci. C'est-à-dire qu'on a jugulé partiellement la réplication du virus en rouge grâce au traitement, mais je répète, on n'attaque pas un certain réservoir de virus que nous pensons donc avoir identifié comme étant de l'ADN du virus, et cet ADN donc augmente sous l'influence de la trithérapie. Et bien sûr, si on arrête cette trithérapie, eh bien le virus recommence à se multiplier et on détecte l'ARN du virus dans le sang. La suivante. Donc le système actuel est le suivant. Nous avons un réservoir qui diminue sous la trithérapie. La suivante. Et si on arrête cette trithérapie, eh bien le réservoir redonne du virus. Voici donc un patient d'un des centres de notre fondation en Afrique où on détecte, je passe sur les détails, mais on détecte donc un certain nombre de gènes exprimés dans cet ADN, dans le sang de ces patients. Et la surprise également, c'est qu'on détecte ces signaux dans les globules rouges des patients. Les globules rouges sont censés ne pas avoir d'ADN. C'est la différenciation terminale des globules rouges, qui proviennent de cellules souches de la moelle osseuse, c'est d'expulser leur noyau. Donc il n'y a plus en principe d'ADN dans ces globules rouges. Alors je parle d'une association avec la fraction globules rouges. Je ne dis pas bien sûr que l'ADN du virus est dans les globules rouges. Enfin, il est dans des structures qui sont associées aux globules rouges. Ceci est une surprise. Et donc, ceci nous amène à essayer de traiter, bien sûr, les patients sous trithérapie par autre chose, par quelque chose qui peut diminuer cet ADN viral présent dans les globules rouges. Et ce que nous avons observé, c'est qu'effectivement, on peut, par des traitements qui visent à stimuler le système immunitaire et aussi à diminuer le stress oxydant qui existe chez ces patients. Et ces traitements font diminuer effectivement la présence de cet ADN viral, donc détecté à la fois par PCR ou par la présence de signaux électromagnétiques. Donc là, nous avons donc une nouvelle approche du traitement du sida qui ne va pas remplacer bien sûr le traitement actuel, mais va être complémentaire. C'est-à-dire on peut ajouter aux patients déjà sous trithérapie ces traitements qui visent à remonter le système immunitaire encore davantage. Il n'est pas totalement restauré par la trithérapie, par la diminution et la multiplication du virus. Et ceci peut être obtenu par des produits naturels. Donc il ne faut pas oublier donc, que la médecine, c'est bien sûr des grands médicaments, la médecine moderne de l'Ouest, mais c'est aussi une médecine qui doit tenir compte de l'expérience millénaire ou plus de la médecine traditionnelle africaine, indienne, chinoise. Et c'est peut-être là qu'on peut trouver des produits qui vont en addition à la trithérapie, sans avoir sa toxicité, permettre d'éliminer totalement le réservoir de virus du sida et peut-être donc de guérir. Et j'ajoute bien sûr que toute médecine, tout traitement qui peut stimuler le système immunitaire, y compris donc par notre cerveau, peut réussir. Et donc on ne peut pas exclure non plus qu'on puisse trouver ici, même à Lourdes,
des guérisons de l'infection par le virus du sida. Donc le traitement pour demain sera peut-être donc de diminuer ce réservoir, de l'éliminer et faire que les patients puissent vivre en toute tranquillité sans être obligés d'être traités tous les jours comme c'est le cas à l'heure actuelle. J'ajoute qu'il y a beaucoup d'autres exemples dans la médecine, la tuberculose, mais la tuberculose est vaincue par des combinaisons d'antibiotiques pour une durée limitée de 6 mois, 9 mois, et après on peut lâcher le patient, il n'est plus infectieux et il n'a plus de signes de tuberculose. Bien sûr, il peut avoir toujours dans ses poumons des kystes de bactéries, mais ces bactéries sont, on peut dire, contrôlées par le système immunitaire du patient. Donc je crois que la médecine de demain doit faire beaucoup plus appel justement, non seulement à l'activité, à l'action sur les germes, mais aussi aux réponses, aux défenses contre ces germes par des moyens qui ne sont pas forcément des moyens très, très coûteux et très toxiques. Et bon, je montre ici, ce sont des travaux qui demandent beaucoup de temps, n'est-ce pas? À chaque fois, il faut mesurer pour chaque dilution du plasma ou de l'ADN des globules rouges, dans le cas des globules rouges, il faut mesurer la production de signaux. Chaque point des 2, des 3 correspond à une dilution et nous observons donc un pic pour certaines dilutions. Donc on fait la moyenne de ces pics pour obtenir un résultat quantitatif. On mesure la puissance du signal. Et vous voyez ici donc une expérience de traitement où en rouge c'est le temps zéro avant le traitement complémentaire de la trithérapie. On a ce pic de signaux et au fur et à mesure que le traitement complémentaire passe, M1 c'est le premier mois, deuxième mois, troisième mois, on voit ces signaux diminuer, ce qui montre la puissance de cette technologie qui demande, je répète, quand elle est faite manuellement, beaucoup de temps, mais on peut aussi, bien sûr, espérer une robotisation automatisée, ces mesures dans le futur, pourvu que les cliniciens les acceptent. Voilà, donc j'ai terminé pour cette application au virus du sida, mais je le répète, la même application peut se faire pour des maladies neurodégénératives, d'autant plus que la présence de ces signaux est précoce, n'est-ce pas, dans la maladie. Ces maladies neurodégénératives, qui atteignent de plus en plus de monde, sont à un moment donné irréversibles. Les lésions qui sont dans le cerveau ne peuvent pas être supprimées. Mais si on agit relativement tôt, on peut espérer, par justement ces technologies, on peut espérer arrêter l'évolution par un certain nombre de traitements plus ou moins spécifiques, peut-être aussi des signaux électromagnétiques eux-mêmes modifiés dans le futur. Donc nous ouvrons ici une nouvelle ère, je pense, qui implique beaucoup de prévention des patients. C'est-à-dire que le patient, avant d'aller à l'autre, peut-être il peut aller voir quelques médecins qui vont lui proposer certains tests, et en fonction de ces tests, il peut modifier son comportement, son mode de vie, sa nutrition, et prendre quelques produits naturels. Voilà, je crois que j'ai terminé. C'est un peu en dehors du sujet actuel, mais je pense que il y a quand même beaucoup de parallèles d'abord dans l'objectif même, qui est d'empêcher la maladie, permettre à ce que beaucoup de nos concitoyens puissent vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Donc tous les moyens de la médecine, y compris ceux qui sont utilisés ici, sont bons s'ils agissent. Il faut donc espérer que les miracles sont peut-être plus fréquents dans l'avenir, peut-être grâce à l'explication que nous pourrons apporter. Je vous remercie.